Bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui par l'intermédiaire de la caméra, donc c'est un exercice un petit peu nouveau. Je suis Stéphane Laborde de l'association Un aller-retour dans le noir. Et donc dans le cadre des rencontres que nous organisons à la médiathèque Louis Aragon à Tarbes, je vais vous présenter les coups de cœur, les différents coups de cœur que l'équipe d'un aller-retour dans le noir ont eu cette année. On va commencer par un premier livre qui est Le cimetière d'étoiles, vous l'avez là, de Richard Morgiev. Alors, on a déjà travaillé avec vous des textes de Richard Morgiev, puisqu'on avait présenté l'an passé Cherokee. C'était il y a 2 ans d'ailleurs, c'était pas l'an passé, Cherokee, qui était un ouvrage qui nous avait énormément plu, et je vous l'avais présenté en vous faisant découvrir cet auteur qui était un petit peu nouveau pour nous. Il n'est pas nouveau dans l'industrie du livre, mais on l'a découvert, nous, il y a 3 ans avec ce texte-là. Ici, Le cimetière d'étoiles, c'est un petit peu une suite de Cherokee, avec la même poésie dont est capable Richard Morgiev, parce que c'est un texte qui est très noir, très cru et très poétique, avec une langue merveilleuse. On a du mal à imaginer que ce texte-là n'a pas été traduit de l'anglais, parce qu'il nous présente une Amérique que l'on découvre sale, noire. On a l'habitude de travailler sur ces textes-là, donc c'est quelque chose que vous connaissez. Mais cette Amérique-là, elle est vraiment corrompue, et la police qui nous est présentée par les deux acolytes, sont vraiment à l'image de la corruption que l'on connaît et que l'on voit dans les films américains. Ça se passe à El Paso dans les années 62-63, et ici on est confronté à un crime. Un marine est tué, et les deux policiers vont essayer de suivre et de découvrir l'assassin de ce marine. Ils seront confrontés à d'autres décès. Ce qui est important dans ce texte, c'est vraiment l'écriture de Richard Morgiev. Je vous y avais sensibilisé il y a 2 ans, et je suis encore plus fan avec ce texte-là qu'avec Cherokee. C'est vraiment une merveille, c'est absolument à lire. À vous de vous imprégner de cette lenteur, parce que c'est vrai que l'écriture de Richard Morgiev est une écriture très lente, et il faut vraiment y rentrer et découvrir le contexte dans lequel on évolue. Donc certains de vos retours font ressortir que ce que j'ai exprimé précédemment sur la lenteur dans l'écriture de Richard. Alors, quand je dis lenteur, c'est pas parce qu'on s'ennuie, c'est parce qu'il prend le temps de nous dépeindre, de nous raconter les choses. Et c'est pas négatif, et je l'ai déjà exprimé plusieurs fois. Moi, j'adore perdre mon temps en lisant. C'est-à-dire, moi, j'aime bien m'ennuyer un petit peu dans la lecture. Et cette lenteur, vous l'avez pas ressentie. Alors, c'est vrai que c'est une appréciation qui m'est toute personnelle. Et moi, c'est quelque chose de très positif quand je l'exprime. La lenteur, c'est l'ennui que je vais prendre et que je vais prendre plaisir à ressentir. Donc le livre suivant est le dernier livre de Caril Ferré, édité aux éditions des Arènes, et qui s'appelle L'aide. Alors c'est un texte qui a été écrit à la suite de son passage dans cette ville qui s'appelle Norilsk, qui est la ville la plus polluée au monde. Et il nous raconte l'histoire. Alors, ça débute à la suite d'une tempête, d'une tempête de neige, et on retrouve sur un toit d'immeuble
un éleveur de rennes mort, congelé, parce qu'il fait moins 60 en plus dans ce coin-là, le paradis. Et il est mort et on va se retrouver avec une enquête qui va nous ramener sur cet environnement vraiment hostile qui est ce froid sibérien et un rapport très nouveau avec une culture que moi je connais peu. Et ce principe humain, enfin, ce rapport humain que va dépeindre Caril Ferré, pour moi, pour la première fois, il s'attache vraiment au personnage. J'ai lu tous les livres de Caril Ferré et celui-là était vraiment une vraie découverte parce qu'il a des personnages qui sont très forts, qui sont puissants, qui sont des personnages auxquels on s'attache énormément. Et ça, c'est assez nouveau avec Caril, parce qu'il y a toujours une extrême violence, ce qui n'est pas le cas ici. Et là, on a un rapport à l'humain qui est très nouveau. Et tous les personnages qui sont dépeints dans ce roman-là sont des personnages très forts, vraiment très très forts. Et surtout, il y a plusieurs femmes qui sont des personnages intenses dans le roman. Donc cette enquête, elle est menée, elle nous balade dans ce pays hostile et ce rapport avec une folie qui est très liée aussi à la vodka, qui est absorbée à grande échelle, et dans ce froid. Alors je vous conseille un bon plaid parce que vous avez froid tout le long de la lecture, mais et puis une bonne vodka aussi à côté. Mais vous avez cette présence tout le long du roman de cette hostilité qu'est le climat. Il faut savoir que Caril part toujours, quand il a écrit Mapuche, il est parti au Chili, quand il a écrit, il part toujours en Colombie pour Paz, voilà. Il va s'imprégner. Et il est parti, il a passé 3 mois à Norilsk. Et il a vécu, alors je pense qu'il a été vraiment très touché par ces personnages, on en a discuté, mais il a été vraiment sensibilisé à cette vie-là parce que c'est vraiment la première fois qu'il a ce rapport, cette tendresse qu'on sent tout le long du livre. Les livres de Caril sont souvent très violents, presque sanguinaires. Là non. On a vraiment une attention, et puis la ville l'a touché, clairement. Et donc, oui, je pense que c'est bon. Il faut savoir que les arènes, c'est Aurélien Masson qui était l'ancien directeur de la série noire, éditeur de la série noire. Maintenant, il est aux éditions des arènes. Et Caril l'a suivi pour ce roman, tout en restant aussi chez Gallimard. Voilà. Donc je pense que ça a été une commande réellement d'Aurélien Masson. Voilà. Moi, j'avais beaucoup aimé Mapuche. On ne devrait pas dire ça, mais je me suis ennuyé un peu sur Condor après. Ça m'est un peu tombé des mains. Et là, j'ai vraiment beaucoup aimé ce texte-là. Il y a une tendresse dans l'écriture, les personnages sont hyper touchants. Alors le troisième roman que je vais vous présenter aujourd'hui est un roman d'Abir Mukherjee, qui est un auteur anglais d'origine indienne. On l'a découvert l'an passé, il est édité chez Liana Levy, et on l'a découvert l'an passé avec un premier texte qui était L'attaque du Calcutta Darjeeling. Et donc le second, c'est Les Princes de Sambalpur, que je vous présente maintenant. On va retrouver les mêmes personnages, les mêmes héros, la même époque. Donc on est au début des années 1900. L'Inde
se réveille et rêve de son indépendance avec un occupant anglais qui fait un certain nombre de massacres racontés abondamment dans les livres, là, dans les 2 livres. Et donc on se retrouve avec un sergent anglais, Sam, qui est confronté, qui est arrivé avec l'attaque du Calcutta Darjeeling et que l'on continue à suivre, et qui est confronté à cette Inde qu'il ne connaît pas, avec tous ces principes de bon anglais, de bien éduqué, et voilà, et il est confronté à une Inde qui le terrorise un petit peu. Alors, il faut savoir qu'il est opiumane, donc c'est vrai qu'il y a des scènes magnifiques sur son angoisse liée au manque d'opium et comment il va satisfaire son besoin de drogue. Ici, au départ de l'enquête, Sam et son adjoint, pardon, j'en ai pas parlé, mais il a un adjoint qui est indien, qui s'appelle Banerjee, vont escorter un prince dans le cadre d'une réunion, et ils vont être empêchés au moment du déroulé en voiture vers le lieu de la réunion. Ils vont être coincés et le prince va être tué sous leurs yeux. Et on va du coup suivre cette enquête et se confronter avec cette Inde qui est magnifiquement dépeinte dans ce texte-là, et ce rapport très particulier sur Sam anglais et ses principes anglais par rapport à l'enquête, par rapport à la culture qu'il estime être la vraie et la bonne culture, et l'Inde présentée par Banerjee, son adjoint. À la suite de l'assassinat de ce prince, Sam et Banerjee partent à Sambalpur, qui est une province indienne, pour assister aux obsèques et indirectement pour essayer de découvrir qui a pu assassiner ce prince-là. Comme le premier, ce livre-là est passionnant pour l'histoire de l'Inde, pour le choc culturel que va rencontrer cet Anglais et la douceur de la présentation de l'histoire indienne qui vient en parallèle. C'est vraiment un vrai régal. Donc je sais que certaines critiques et parmi l'équipe, il y a des gens qui n'ont pas adhéré du tout à ce texte-là, déjà au premier. Alors que moi j'y suis rentré. Alors j'ai eu le plaisir d'aller une fois en Inde et j'avais adoré. J'ai passé 2 mois là-bas et j'avais trouvé ça fabuleux. Donc c'est vrai que ce rapport-là à la culture indienne, à ce qui se passe, m'a beaucoup touché. Mais des gens ont été gênés par la lenteur, en effet, et le côté enquête très classique de polar. Moi je la trouve pas si classique que ça, parce que justement on est confronté à ces 2 cultures qui vont s'affronter, et au contraire je la trouve très enrichissante. Donc moi j'ai vraiment bien fonctionné avec l'écriture d'Abir Moncler. Autre ouvrage, édité chez Agulot, maison d'édition bordelaise, qui ouvre une nouvelle collection aux éditions Agulot sur le cours, avec Yann Lespoux. Alors Yann Lespoux n'est pas étranger, je pense qu'il est déjà intervenu à Tarbes. C'est un blogueur, très pointu sur l'écriture polar et noire. Il fait partie de l'équipe d'un aller-retour, puisqu'il modère des rencontres tous les ans depuis le début. Donc ça va faire 13 ans cette année. Et c'est son premier ouvrage. Donc c'est une série de nouvelles et il nous présente avec
beaucoup de tendresse. Là aussi, alors j'utilise beaucoup le terme tendresse, c'est pas normal. Il va y avoir peut-être un changement, j'espère. Mais il nous présente là avec beaucoup de tendresse le Médoc, qui est son pays de naissance. Alors, il vit maintenant du côté de Carcassonne, mais il présente le Médoc et par toute une série de nouvelles, il va nous présenter le rapport qu'il a avec ce pays-là, avec les plages, avec les pins, avec les odeurs, avec les hommes. Il y a une nouvelle sur son grand-père et en tant qu'enfant, le rapport qu'il a eu avec lui. Et dans une des nouvelles, il y a quelque chose que je vais vous lire et c'est tout à fait ça, c'est tout à fait l'esprit. Il dit: le premier noyer de la saison, c'est un peu comme l'ouverture de la cabane à chichi, la première grosse pousse de cèpe ou la première gelée. Ça rythme l'année. Et on est vraiment là dans une présentation de ce pays qui est multiple et de ses racines à lui. Et qu'il nous présente dans ce texte-là et dans ces 12 nouvelles que vous avez là-dedans. Elles ne sont pas toutes noires et polar. Il y en a certaines qui, j'ai utilisé le terme de tendresse, et c'est vrai que le rapport avec le grand-père est important. Il me renvoie peut-être moi aussi à des choses avec mon grand-père, donc c'est peut-être celle-là qui m'a touché le plus, mais il y a quand même un rapport avec du noir et du polar parce que c'est dépeint avec ce sentiment, cette inquiétude qu'il fait planer sur les choses. Et puis il nous dépeint quelque chose qui n'est pas obligatoirement que beau. On est avec la mort, on est avec l'inquiétude des forêts de pins, on est avec tout ça. Donc oui, non, c'est noir, tout à fait. De toute façon, c'est un fan de littérature noire et policière. Donc les critiques que vous nous avez fait parvenir font ressortir l'image de la solitude. Et c'est vrai que Yann Lespoux, dans ces 12 nouvelles, plus que du noir, comme on le disait, mais le rapport en noir et là, hein, complètement, va nous présenter des personnages qui sont seuls, qui sont confrontés vraiment à un univers qui peut être hostile, mais eux sont seuls face à cet univers. Autre ouvrage, une novella, édition Inuit, donc édition locale, hein, puisque c'est édité à Serre-Morlas, juste à côté de Pau. La collection c'est Polaroid, dirigée par Marc Villard, qui est un grand auteur de nouvelles et qui donc dirige cette collection pour Inuit. Ici, alors on a présenté plusieurs textes issus de cette collection. Ici, c'est le maître de cérémonie d'Hervé Mestron. Alors, c'est un petit texte très court, puisque c'est une novella, c'est normal, mais qui va nous présenter Ziz, qui est un personnage très, très fort, qui rêve, en rentrant dans les pompes funèbres Santini, de devenir maître de cérémonie. Et pour cela, il va essayer de grimper tous les échelons et avec beaucoup d'humour, arriver à obtenir ce poste. À un moment donné, Santini se froisse de son ambition et le renvoie. Et à ce moment-là, il va proposer un nouveau marché. Donc il va proposer de buter simplement des gens pour pouvoir alimenter
alimenter les pompes funèbres et faire continuer à fructifier ce petit marché tout gentil, tout simple. C'est marrant, c'est très, très léger. Et en même temps, il y a un rapport avec la mort et les pompes funèbres qui n'est pas obligatoirement toujours très, très à l'aise. Mais c'est vraiment très bon. On a ce rapport-là un petit peu avec... on avait vu le texte des mafieuses de Pascal Dietrich, où on avait des mafieuses qui s'étaient rendues compte qu'à la mort de leur père, il avait mis un contrat sur la mère parce qu'il ne voulait pas partir tout seul, il voulait être enterré avec sa femme. Donc à sa mort, il devait faire tuer sa femme pour l'embarquer avec lui au cimetière. Il y a ce même humour, ce même rapport là, c'est marrant, c'est léger, c'est hyper agréable. C'est vraiment à dévorer. Donc en effet, le souhait de la maison d'édition est de travailler la nouvelle. Il a été clairement demandé à Marc Villard, lui-même novelliste, comme je vous le disais, il lui a été clairement demandé de travailler sur cette édition de Novellas. Mais la maison Inuit aussi est connue pour une édition qui s'appelle Les Portes à côté. Une édition de tout petits fascicules, de tout petits textes très courts, sous forme de nouvelles donc, et qui sont soit à l'unité, soit vendus en coffret. Donc il y a vraiment un souhait de travailler la nouvelle. Et pour revenir à ce texte-là, comme les critiques le faisaient ressortir, c'est une farce. Alors ce n'est pas qu'une farce, c'est en effet une farce, parce qu'on rit, on sourit. Mais aussi on apprend plein de choses. Alors je me croise les mains, mais on apprend entre autres comment se croiser les mains dans le dos quand on est maître de cérémonie et qu'il faut mettre telle main sur telle autre, etc. Donc il y a pas mal de rituels qui sont en lien avec le métier. Et donc on porte le cercueil de cette manière. Donc il nous apprend plein de choses, alors qu'il traite avec humour, parce qu'il me les présente avec beaucoup d'humour. Alors, autre recueil de nouvelles, avec ce livre, Friday Black, de Nana Kwame Adjei Brenia. Assez difficile à énoncer comme un nom et prénom. On est ici sur un recueil noir, très dur, violent. On reprend ce que l'on a vu tout à l'heure sur cette Amérique et cette violence qu'on imagine, mais qui est en place. C'est du racisme, c'est une bassesse humaine tout le temps, voilà. Et c'est édité par Terre d'Amérique. Alors c'est une collection chez Albin Michel, donc qui est dirigée par Geffard, et qui Geffard étant le directeur, le responsable de America, grand salon qui a lieu à Vincennes. Francis Geffard dirige ce salon, et donc nous a confrontés là avec cet auteur. On est sur quelque chose de violent, de perturbant, parce qu'il y a des choses qui sont écrites et qui sont dépeintes et qui nous font vraiment violence en lecture. On les prend et on est très très mal à l'aise par rapport à ce qu'on reçoit dans l'écriture. Terre d'Amérique avait déjà édité un auteur qui était venu ici, qui s'appelle Donald Ray Pollock, avec le diable tout le temps. Et où on a ce rapport à cette violence
Il y a un film sur Netflix d'ailleurs qui est issu de ce texte-là, du diable tout le temps. Et c'est voilà, on est vraiment dans ce rapport à la violence, au racisme, à la compromission de tous et de tout. Alors, pour revenir à certaines de vos réactions et une interrogation sur est-ce qu'on est dans le réel, est-ce que c'est un réel fantasmé, est-ce qu'on est vraiment dans la science-fiction, à mon avis, on n'est pas dans une science-fiction, on est dans un réel fantasmé où on va noircir on va noircir l'idée que l'on se fait des gens, l'idée qu'on peut se faire d'actes. Alors, en effet, la nouvelle sur le Friday Black, sur la consommation, comment aujourd'hui nous consommons, nous, et comment il dépeint la consommation aux États-Unis. Il y a une violence dans l'acte d'achat, il y a une violence dans le fait de surconsommer, et c'est tout à fait dépeint. Alors, bien entendu, on n'est pas dans la réalité, mais il aménage sa réalité pour montrer la monstruosité de ce qu'est la vie, ou du moins la vie qu'il imagine à ses personnages. Je pense que l'auteur aussi est fort sympathique, mais il nous dépeint des choses affreuses. Donc, 7e roman, édition Tusitala, une maison d'édition parisienne qui nous présente souvent des textes de grande qualité. Ils ont découvert plusieurs pépites, et entre autres ils avaient découvert Richard Kraviec, et avec un ouvrage, le premier ouvrage traduit de Kraviec, c'était Dandy, un ouvrage violent aussi sur l'histoire d'un enfant qui est confronté à une violence familiale très, très, très dure. Et deuxième ouvrage, Les Vulnérables, où là il raconte l'histoire d'un jeune homme assez violent, qui est obligé de revenir dans sa ville de naissance pour s'occuper de ses parents qui ont subi un cambriolage, et le rapport très difficile qu'il a entre sa vie qui est autour de la violence, de l'alcool, et se retrouver enfant chez des parents âgés, et ce rapport-là est très bien dépeint. Et donc ça, c'est grâce à... Alors, l'éditeur, il s'appelle Michael Demetz, et il fait un travail magnifique autour de cette maison d'édition. Et entre autres, il a réédité un livre que j'avais adoré gamin, qui est un livre d'Agi Cronin. Je ne sais pas si vous avez déjà lu Agi Cronin, et qui s'appelle La Citadelle. Et il a repris les droits, il a réédité, c'est super. Ici, avec Le Champion nu, alors, il faut savoir que c'est le 3e ouvrage de Graham Barry, traduit en France. Un premier ouvrage qui est un ouvrage de méditation, je crois, aux éditions Pocket, puisque Barry Graham est moine bouddhiste en plus de son activité d'auteur. Il a écrit ensuite le livre de l'homme, ou le livre sur l'homme aux éditions Tusitala, et donc ici le Champion nu. C'est une petite pépite, c'est un texte court qui se lit très vite. Et donc on suit Billy, qui est un ancien boxeur, journaliste, qui part suivre un match de boxe, et qui va donc retrouver le monde de la boxe qu'il n'a jamais vraiment quitté. Et il nous dépeint ce monde-là avec toute la problématique liée à la violence de ce sport. Mais on a en parallèle toutes les difficultés que lui-même rencontre dans sa vie à son âge. Donc il est entre 30 et 40 ans.
Donc il a une vie amoureuse un petit peu compliquée, il a une vie professionnelle qui est difficile aussi, et il est confronté à ce rapport qu'on a peut-être tous eu, puisque moi j'ai plus de 40 ans, ou que vous allez sans doute avoir, si ce rapport à j'ai envie de changer de vie à un moment donné, et je fais le bilan de ce qui s'est passé jusqu'à présent. Et on est sur cette phase de bilan par Billy, et tout ça avec un rapport lié au sport et à la boxe. Donc c'est vrai que pour nous, nous Français, l'univers de la boxe, c'est pas un univers où on est facilement confronté, et surtout en littérature. Et pourtant, il y a plusieurs auteurs, même français, qui ont travaillé sur la boxe. Je pense à un autre ouvrage qu'on avait évoqué l'an passé, qui est Riposte de David Albertine, qui est un Canadien qui vit à Toronto et qui a raconté 12 heures avant un combat de boxe et 12 heures après un combat de boxe. Et c'était le rapport entre 4 personnages qui se sont connus jeunes, enfants, qui ont évolué et qui se retrouvent autour de ce combat de boxe. Et les rapports sont relativement compliqués, puisque le boxeur sort juste de prison, où il a appris la boxe, et on est sur ce rapport humain entre eux autour de ce combat de boxe. Et c'est vrai que dans le champion nu, on a cette boxe qui est présente tout le temps, puisque ce sport-là est absolument présent. Mais c'est d'autres histoires en parallèle qui nous sont racontées. Donc dernier ouvrage, et c'est un texte de Gabido Iglesias, Les Lamentations du Coyote. Alors, bon, son nom l'indique, hein, on est au Mexique. Alors lui vit aux États-Unis, d'origine mexicaine. On est à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, et le coyote est un personnage très fort qui va aider les jeunes à traverser cette frontière et donc à rentrer aux États-Unis. Mais par contre, pour pouvoir rentrer aux États-Unis sans se faire refouler, il faut vraiment prouver que la vie au Mexique nous est difficile et insupportable. Et donc le coyote frappe, entre autres, et frappe les enfants, les jeunes, juste avant de passer, c'est-à-dire il leur fout une énorme raclée, et ils arrivent donc tuméfiés aux États-Unis, et donc là ils vont raconter une histoire qu'ils ont, comme quoi la vie, la famille, il justifie, si vous voulez, ce transfert du Mexique aux États-Unis en se justifiant par rapport à une violence qu'ils subissent de l'autre côté et qu'ils ne veulent plus subir, et c'est pour ça qu'ils viennent aux États-Unis. Donc il y a beaucoup de réactions avec ce texte, parce que alors il faut savoir que c'est un auteur qui s'appelle David Joy, qui est un auteur sonatine aussi, qui a fait découvrir Gabido Iglesias aux éditions Sonatine. C'est un auteur qui est venu il y a quelques années à Pau, et qui est venu 2 fois, je crois. Et je ne sais pas si David Joy était venu à Tarbes, je ne sais plus. Donc c'est un grand bonhomme d'1m95 qui vit de chasse, de pêche, etc. Et qui raconte vraiment la nature. Et là aussi on l'a, c'est-à-dire on est sur ce rapport humain tout le temps, mais on a aussi certains passages qui sont sur la nature. Ne serait-ce que la frontière, comment elle est présente. C'est un acteur du livre, vraiment, cette frontière
qui sépare les États-Unis. L'histoire de mur après mais bon, on est vraiment avec un acteur. La frontière est actrice du roman. Voilà. Je crois que Gabino Iglesias voulait construire l'idée d'un recueil de nouvelles en présentant peut-être chacun des vécus par rapport à son rapport au coyote et à la frontière, puisque le coyote et la frontière sont très liés. Je crois qu'il voulait présenter plusieurs histoires et nous confronter à ces histoires. Alors, c'est des histoires qui sont très violentes, mais en effet, c'est des histoires où l'amour est toujours présent. Il y a un rapport, je ne sais plus quel est le personnage avec cette mère et son fils qui est l'amour que porte cette mère à son fils est très fort à un moment donné, il est superbement écrit, mais il y a de l'amour tout le long et dans toutes les histoires, il y a de l'amour entre les personnages aussi, voilà, il y a vraiment, mais c'est vrai que globalement, chaque chapitre va nous présenter un personnage qui va tenter de passer la frontière. Donc dans le cadre de l'aller-retour 2021, il va y avoir plein de nouveautés, mais je vous en reparlerai plus tard. Il va y avoir surtout 37 auteurs présents cette année, beaucoup d'anglais. On va avoir quelques Américains, entre autres en BD, il va y avoir Landis Blair et David Carlson qui ont créé le roman graphique L'accident de chasse chez Sonatine, qui a eu le Fauve d'Or à Angoulême et qu'on avait invité l'an passé et qui accepte de venir cette année en disant simplement mais pour nous avoir invités alors qu'on n'était pas connus, on veut y aller. On veut y aller alors qu'ils sont demandés partout. Mais merci à tous et à toutes pour votre attention. On va tenter de se retrouver en septembre, j'espère. Et là, de visu, vous serez là et moi aussi. Et donc n'hésitez pas à suivre l'actualité de la médiathèque sur le site. Et à très vite.